Salut François. Salut Boris. Alias Dalton. Oui. Aujourd'hui on se retrouve à Fréjus pour parler de ton livre, de ta biographie. Exact. Des trous et des bosses. Oui. Donc tu nous offres, il y a de ça 1 an et demi déjà, que tu as écrit ce livre. Déjà, oui. Et alors on va un peu voir comment est-ce que tout ça t'est arrivé, tous ces trous, ces bosses, comment sont-elles arrivées, comment est-ce que le tumulte de la vie t'a amené en fin de compte à vouloir partager tout ce que tu as vécu avec le plus grand nombre. Oui. Alors ma première question, c'est vraiment ce pseudo qui te colle à la peau, c'est ce surnom. Dalton. Dalton. Ouais. Et je sais que ça te vient des rues parisiennes, Ouais. de ton périple parisien, où tu débarques quand tu as 19 piges, dans les années 70, fin 70. Plus après 80. Après 80, d'accord. Ouais. Donc tu débarques à Paris Ouais, comme je ça, débarque à Paris. jeune minot, et puis tu vas à la conquête des boîtes de nuit pour... En fait, oui, je vais à la conquête des boîtes de nuit parce que je ne savais pas quoi faire en fait. Parce que j'étais sorti d'un gros employeur de France, national, où j'ai été déçu, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais faire autre chose que de travailler dans une usine. Donc je me suis mis à la recherche dans Paris. Pourquoi? En fait, au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et j'ai traîné les boîtes de nuit, les discothèques, j'ai fait des potes, machin, des portiers. J'ai dit, tiens, ça m'irait bien, ça. J'ai la santé, je sais me défendre. Puis j'ai commencé à travailler dans... En fait, à l'époque, il commençait à y avoir des rêves parties, mais dans les catacombes. Ouais, t'en parles, ouais, bien sûr. Ouais. C'était complètement illicite, quoi, parce Ouais. qu'il y avait de tout, hein, des camés, t'en voulais, des J'imagine, psychopathes, t'en voulais, des sociopathes, tout ce qui termine par patte, quoi. Et j'ai commencé là, c'était bien payé, parce qu'on prenait beaucoup de risques quand même, hein, Ouais, j'imagine, ouais. les seringues, les mecs un petit peu bizarres, parfois presque armés avec couteau. Et j'ai commencé là, à faire mon nom là. Et je prenais mon service dans le bar à 20h le soir, et je terminais à 8h le matin. Et j'arrive, en pleine forme, et je vois le manager arriver, il me dit, François, la serveuse, il y a un mec qui l'a frappé. Je dis, ah bon, pourquoi il l'a frappé? Il a pris une gifle. Hein. J'ai dit, où est le gars? Il me dit, je crois qu'il est descendu. J'attends, il remonte. Il s'assoit à côté de moi parce que je m'étais assis dans mon café là. Et la conversation s'engage. Je dis, c'est une habitude chez toi de frapper les serveuses? Ils sont là pour travailler, pas là pour se faire massacrer. Et c'était un grand mec. Il ressemblait à Rocky. Ouais, tu le décris comme Drago dans Rocky Voilà, 4, voilà. l'énorme Golgoth Ouais, Golgoth, ou hein. allemand un peu. J'ai dit là, je vais peut-être au vent du danger, mais tant pis. Hein. Et il redescend aux toilettes. Il buvait de la bière. Hein. Donc, forcément, on lui pissait à un moment donné. C'est clair. Et là, j'ai trouvé le truc. J'ai dit, lui, je vais le piéger là. Et c'était un escalier en colimaçon comme ça. Et il y avait juste les 2 urinoirs qui étaient là à chaque coin. D'accord. Et facile à prendre par-dessus la rampe et à se jeter. Donc, je passe par-dessus la rampe, les pieds joints sur la tête. Ah, t'as pas hésité en fait? Ah non, j'ai pas hésité parce que s'il m'en mettait une, il me mettait dans le Ouais, coma. tu lui as mis une ordonnance radicale. Ouais, quoi. radical. Fallait que ça soit radical, sinon je m'en sortais pas. Hein. Et en fait, il tombe sonné, mais il fallait que je le monte. Mais il était sonné, mais encore conscient. Je l'ai attrapé comme une course à l'échalote, mais par les choses de la vie. Par les bourses quoi. Ouais, je l'ai monté comme ça jusqu'à dehors. Et j'étais obligé de le terminer dehors parce que il était à genoux, j'y mettais les coups de genoux pour qu'il reste par terre. Voilà, et ce film. Et oui, donc c'est là, voilà, c'est là où. Et voilà. Et là, t'entends derrière toi des gens Dalton. gueuler. Vas-y Dalton, vas-y Dalton. Ouais. C'est Dalton. Et en fait, après cette altercation, je vais voir le manager, il dit c'est Dalton. Il dit c'est un film qui vient de sortir, Patrick Swayze, c'est un videur. Et un jour, j'ai eu ça s'appelait le dépanneur, donc, à Pigalle. C'était ouvert H24. Il ouvrait. Et il avait entendu parler de moi, François. Le dépanneur, c'est une boîte de nuit? Non, c'est un bar. C'était un d'accord, bar, ok. qui était ouvert H24 à Pigalle. Bon, à l'époque, c'était vachement difficile d'avoir les autorisations. Et le patron vient me voir. Si ça m'intéresserait de travailler comme portier ici. Ouais. J'évite le mot videur parce que videur,
Oui, J'aime pas trop. c'est une connotation assez sale, quoi. Ouais. Tu vides. Ouais. vider une poubelle, quoi. Ouais, bœuf. Ouais, toi, t'accueillais plus les gens, tu parlais avec eux. Voilà, j'accueillais. C'est ce qu'il en ressent, en tout cas, dans ton livre. J'accueillais, je les accompagnais, au revoir, bonne soirée, merci, etc. Ouais. Et lui, il l'avait remarqué, ça, dans d'autres boîtes de nuit, parce qu'ils en parlaient. Et donc, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai dit oui, bien sûr que ça m'intéresse. Mais avant ça, je souhaiterais connaître les lieux. Le bar, le haut, le bureau, un point stratégique pour les voleurs, bien sûr, parce qu'il y avait le coffre, enfin faire un tour d'horizon. Et ça y avait bien plu. Et la soirée, la nuit, hyper bien passée, les gens étaient contents, le portier super, génial, agréable. Et là, je suis rentré et il m'a fait le CDI de suite. Ok. Voilà. Okay. Et bon, bien sûr que j'ai eu des altercations. Un mec qui a terminé avec une balle de 9 mm dans le trou de nez. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ça part carrément, il me voit, il me dit qui c'est le singe. Le singe, je ne connais pas. Le patron, pour l'instant, à la porte, c'est moi. Et il m'a sorti une balle de 9 mm. Il m'a dit, ça, c'est pour toi. Ah bon, c'est pour moi. Donc, j'ai attrapé des mains. Je l'ai couché par terre et j'ai enfoncé dans le nez. J'ai pété tout le cartilage là-haut. Il était gonflé. Les flics sont arrivés. Parce qu'il y a des requérants, bien sûr, qui ont appelé du bar. Les flics, ils arrivent. Ils voient que je suis sur lui, je le maintiens. Ils prennent le relais. Il y avait quand même un 9 mm sur lui. Balle engagée. Ah oui. Balle engagée. Ah, il était prêt à descendre, quoi. Mais, je sais pas s'il était prêt à me descendre ou s'il n'était pas prêt à me descendre, mais il n'a pas eu le temps, quoi. On va dire. Avant d'avoir cette vie parisienne, tu avais eu ton CAP en mécanique. Exactement, ouais. Avant ton service militaire. Ouais. Et entre-temps, il y avait eu de la prison. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, comment est-ce que, justement, entre une carrière qui semblait bien partie, où tu as été engagé par Dassault, quand même, ouais. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves au final en prison? Comment est-ce que tu as bifurqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu nous expliques quand même que jusqu'au moment de ce CAP, jusqu'au moment d'être engagé chez Dassault, malgré tout le côté rude de ta vie et de ton enfance, tu t'es toujours accroché pour être et de rester quelqu'un de bien en fin de compte. Au moins de ne pas faire de mal aux autres. Ouais. Et là donc d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et tu décides de ne plus être l'agneau mais le loup. Qu'est-ce qui se passe entre Dassault et la prison? Puisque tu parles de Dassault, en fait tout s'est passé, le déclencheur a été Dassault. Enfin, on va dire un employé de chez Dassault ou des employés de chez Dassault. Parce que quand je suis arrivé chez Dassault, ils m'ont fait faire un essai. C'était une queue d'aronde, ce qui était courant à l'époque. C'est faire une pièce, c'est ça? C'est faire une pièce qui rentre les unes dans les autres à plus ou moins 1 centième de millimètre. Donc j'avais bien réussi, même mieux. Et j'ai été tout de suite classé professionnellement P1. Alors que d'autres, là, depuis 10 ans, 15 ans, étaient encore au S2 ou au S3. Il s'est déclenché une jalousie en fait. Il commençait à avoir des mots, des ceci, des cela, j'entendais, mais j'essayais de tenir ma place. Et un matin, j'ouvre mon placard parce qu'on travaillait quand même en blouse blanche, en blouse blanche, comme dans les hôpitaux, c'était nickel propre. Et il m'avait proposé aussi de faire un stage de métrologie, donc vérification de cotes au micro. Au micro. D'accord. Et j'étais prêt à le faire ça, mais un matin je suis arrivé, j'ai ouvert mon placard pour prendre ma blouse et mes outils que j'avais fabriqués moi, donc une équerre, j'avais fait un pied à coulisse et puis un palpeur. Plus rien. Il n'y avait rien dedans. Et mon placard avait quand même été forcé, quoi. Là j'ai pris des boules quand même. Je suis allé voir le responsable d'atelier, je lui ai expliqué, je lui ai dit on m'a volé ça et ils ont cassé mon placard. Il n'en avait rien à foutre en fait. Ah oui, d'accord, il n'y avait aucune solidarité envers toi. Non, que dalle. Et puis j'ai pris les boules. Et je les ai regardées les uns après les autres, j'ai dit celui qui a fait ça, c'est une grosse merde. Et puis si je l'attrape, il casse un os. Et puis je suis parti. Enfin, je ne suis pas parti, j'ai terminé ma journée et le lendemain, pour reprendre le boulot, parce que j'ai habité dans un foyer de jeunes travailleurs à Poissy et j'allais jusqu'à Boulogne, Billancourt. Okay. Je me levais quand même à 4h du matin.
Et le matin, j'ai dit non, je ne retourne pas dans cette boîte de merde, avec des connards. Ça va partir en couille. Et j'ai laissé tomber. Je ne suis pas allé chercher mon salaire. Mais c'est ce que tu dis, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, ils me le doivent. Non, c'est pas de leur faute, hein, je ne suis jamais allé le chercher non plus. Et puis voilà, j'ai commencé à... Et donc c'est là où il y a le point de rupture en fait. C'est le point de rupture là. Bon, la bêtise arrive, on l'a fait. Je fais un stage au Canada, comme on dit, hein, au Lazaro. Et je ressors et là je commence à... je ressors, mais c'est les flics qui viennent me chercher, les gendarmes. Pour Donc là tu nous dis ce qui se passe après la prison, c'est ça? Voilà, quand tu passes, ouais. Donc tu es à la santé au début, ouais. Où justement tu as... La santé et après Fleury-Mérogis. C'est ça. Ouais. Et c'est un peu les années, du coup, pour que les gens resituent bien, c'est les années Mérines. Les années Mérines, voilà. Mérines, voilà, toute cette, le gang des Postiches, François Best, Carmen, qui a son âme, qui est décédé après son évasion. Et bon, voilà, j'ai connu tous ces gars-là, des braves bonhommes. Hein. Moi, je préfère avoir affaire à 20 voyous qu'à une racaille. Ouais, justement, en parlant de racaille, à un moment donné, tu écris que tu es dans un supermarché, donc là on fait encore un autre bond dans le temps, donc là on repart sur les années où tu travailles en tant que vigile dans des supermarchés, et tu racontes cette scène où il y a une bande de skinheads, quelque chose qui nous est inconnu aujourd'hui, rentrent dans le magasin et donc avec leur technique, tirent des trucs, etc. Technique de diversion, c'est ça, avec des techniques de diversion. Et ce qui m'intéresse, c'est que toi qui as vécu justement le Paris, la France des années 70-80, aujourd'hui, cette violence de rue, cette ultra-violence, en fait, toute cette petite racaille, avant, à ton époque, c'était plein de petits gangs différents qui foutaient la merde partout. On peut un peu parler de racaille blanche, de petits punks, de skinheads, de zoulous, etc. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que toi, tu vois comme différence? Parce qu'aujourd'hui, la seule racaille, elle a un seul même code. Elle a totalement changé depuis les années 90. Elle a muté, on va dire. Complètement, voilà. Elle est encore pire qu'avant ou est-ce que c'est stabilisé? Est-ce que c'est... Elle est pire qu'avant parce qu'avant, en fait, les petites racailles comme les Zoulous, les Socis, les Solas, il y avait le flic. Ils se faisaient attraper, certes, mais bon, ils se défendaient un peu, mais ils insultaient pas. Ils ne cherchaient pas à se débattre. Aujourd'hui, c'est qu'un flic arrive vers cette petite racaille, c'est fils de pute, va te enculer, nique ta mère, et je vais tuer ta femme, etc., etc. Il y a toutes les insultes et les noms d'oiseaux qui peuvent qui sortent. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de l'autorité. Là, il faut se réveiller, là. Parce que ça va aller crescendo. Aujourd'hui, on entend encore ce matin l'infirmière de 30 ans dans le bus. Il y a 2 jeunes, mais mettez vos masques, s'il vous plaît. Ils l'ont battu, ils l'ont frappé, ils l'ont démonté, quoi. Un coup de pied dans la tête. Personne n'a bougé, l'égoïsme. Parce que moi, je vois ça, même moi, je réfléchis, je tape dans le tas, quoi. Je vais porter secours à cette femme. Oui, non, je sais pas, maintenant, non. Parce que justement, ils regardent et puis ils n'ont pas vu, quoi. Parce que justement, c'est pas ça le plus gros problème, c'est l'inaction de notre part, quoi, de la part du peuple qui voit ça et qui ne fait rien. Du citoyen. Ouais, c'est ça, voilà. Du citoyen qui est là, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, les citoyens, si moi, par exemple, j'en attrape un, j'y mets une gifle ou une droite, parce que ça serait plutôt une droite que j'y mettrais, parce qu'il s'attaque à une femme, et qui tombe, et qui reste paraplégique ou tétraplégique, autant c'est moi qui prends, quoi. Je passe au tribunal. Parce qu'il aura le droit de porter plainte. Oui, bien sûr. Mais pourtant, il y a une légitime défense. Je vais aider une dame sans défense. Oui, tu as porté secours, en fait. Je porte secours. Ce que doit faire tout citoyen, quoi. Tout citoyen. Tu vois quelqu'un se faire agresser, il ne faut pas faire le cow-boy non plus. Mais au moins, essayer d'aider, quoi. Parce qu'avant, nous, les flics, on les respectait. Les flics nous respectaient. On n'allait pas leur dire, va te faire enculer. Oui, c'est ce que tu décris dans le livre. On n'allait pas leur dire, va te faire enculer, fils de pute, ou je ne sais quoi. Certes, on était un peu réfractaires, mais on restait dans la limite. Il y a une ligne à ne pas franchir. Voilà. D'accord. Il y avait un respect, quoi. Il y avait un respect. Il y avait un réel respect. Même si vous étiez prêt à vous tirer dessus, il y avait un respect. Voilà, il y avait un respect. Un flic est là pour faire régner l'ordre et la sécurité du peuple. Ils ne sont pas là pour se faire insulter ou cracher dessus. Plus de pouvoir à la police nationale, que ce soit la nationale, les gendarmes,
la police municipale, qui eux n'ont même pas le droit de te demander ton identité. Ils n'ont pas le droit de te fouiller non plus. Alors ici, ils tombent sur un mec comme ça, ils sont obligés d'appeler la nationale. Allô, allô, nous sommes la police. Le temps qu'ils arrivent, Bah oui. ça peut déclencher quelque chose. Tout se finit, en fait, toute cette période parisienne se finit sur un accident grave qui te mène à l'hôpital. On va pas en parler pour laisser aux gens. On va pas essayer de détailler. On va leur laisser découvrir aussi. Ouais. Mais ça te mène en fait à l'hôpital, ça te mène dans un état grave. Ben, mort, décédé. Décédé. Ils m'ont gardé quelques heures sur place, les pompiers. D'ailleurs, quand ils sont arrivés, j'étais encore debout. J'étais encore debout. Oui, je me souviens de ça. Ouais, t'étais en train de boire un verre d'eau, quoi. Ouais. Non, quand j'ai pris le coup, Ouais. je me suis dit, mince, il y a quelque chose là. Lui, je l'ai attrapé, il est resté 17 jours dans le coma, hein, celui qui m'a fait ça. Et je suis allé au bar, j'ai demandé un Perrier, parce que je ne buvais pas d'une goutte d'alcool. Hein. J'ai demandé un Perrier, j'ai dit, putain, puis ça a chauffé là. Puis je commençais à avoir l'essoufflement. Et je levais le t-shirt, il y a un jet de sang, parce qu'il y a de la pression là-dedans. Il y a un jet de sang qui est parti contre les bouteilles. Je suis ressorti, je me suis assis, je vomissais. Et là, c'était le liquide des poumons. Parce que le poumon aussi a été transperforé. Ouais. Les pompiers sont arrivés, je me suis levé, je suis allé jusqu'au camion des pompiers. Et j'avais acheté le matin même un t-shirt Versace, tu dis, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Il était beau et puis je l'avais payé cher, merde. Et ils ont voulu me le découper au ciseau. Ouais. J'ai dit non, j'ai enlevé le t-shirt. Au moment où j'ai enlevé le t-shirt, extinction des lumières, plus rien. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, en réa. Ils m'ont ouvert là, à la façon russe, hein, c'est les Russes qui ont inventé ça. Ils m'ont coupé la cage thoracique, ils m'ont sorti le poumon, le raccommodé. Ah oui, quand même. Ouais, le cœur, ils me l'ont sorti, ventricule droit touché quand même, ils me l'ont recousu et m'ont tout remis en place. Et je me suis sauvé de l'hôpital. Je faisais des crises de je ne sais quoi. Voilà, c'était la morphine en fait qui me faisait réagir comme ça. J'ai enlevé toutes les sondes. On leur a dit des ragondi dans les escaliers. Et je me suis sauvé des urgences, de la salle de réanimation. Et c'est vachement surveillé, c'est fermé. Et j'ai réussi à me barrer. Ils m'ont rattrapé à la porte de sortie. Hein. J'étais plein de sang. Et là, j'aurais pu encore mourir. Et, en fait, ça s'est terminé qu'ils m'ont attaché sur le lit. D'accord. Ah oui, l'asticot, il gigotait. Et c'est vrai que le livre, tu le termines, mais sans le terminer, tu laisses en fait l'espoir d'un deuxième volume. Est-ce que... Je laisse les... Oui, c'est comme un film. Hein. Si tu en fais un qui ne fonctionne pas, tu n'en refais pas un deuxième. Oui, c'est vrai. Voilà. François, on est chez toi. Ouais. Tu nous accueilles chez toi. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Et je suis content. On a bien mangé. Ah oui. On est bien là. Alors on a évoqué tout ton passé justement de jeune gars qui a écumé Paris, qui a eu des expériences dans les nuits parisiennes et notamment la prison, l'armée, tout ce que ça a construit de l'homme que tu es aujourd'hui. Et ton livre commence par ta jeunesse. Ça commence carrément par ton enfance. Où le livre commence, je vais lire un extrait, je vais en fait lire le premier paragraphe de la première page. Et c'est vraiment la genèse. Des trous et des bosses, par François Thiard, première page. Je suis né en 1956. Nous étions une fratrie de 13 enfants. L'aîné de la famille était une fille, je ne l'ai jamais connue. Je suis le 9e enfant. Nourrisson, j'ai été atteint du choléra infantile, causé par le lait en poudre. Bienvenue dans ce monde, mon petit. À 6 ans, j'étais placé par les services sociaux car les problèmes psychologiques de certains d'entre nous étaient facilement détectables. J'étais enfermé. Je dormais très souvent en classe. Un mot dissipé. Je n'assimilais pas les leçons que le maître d'école me donnait. Un pédopsychologue avait été demandé pour déceler les causes de troubles de mon comportement. Régulièrement, des rendez-vous étaient pris chez le psychologue. En fait, j'avais des blocages de communication. Et ça ne pouvait venir que du milieu familial. Je suppose qu'après un bon nombre d'enquêtes, les services sociaux m'ont retiré de chez mes parents, et dès ce jour, commencent les galères. Donc c'est vrai que là, déjà, on voit, tu nous introduis directement dans le vif. Dans le vif, ouais, c'est dans ton intimité, et dès le début donc, de ta jeune vie, tu es confronté aux rudes épreuves de la vie.
Au Alors, début. ouais, dès le début, ça commence comme ça, maladie, mauvaise relation familiale. Ouais. Et même par la suite, tu nous évoques vraiment un milieu familial dur de par Ouais, ton père, ouais. De qui par mon était père, ouais. violent Ouais. qui, Et qui buvait. c'est ça, qui buvait. Ouais, qui buvait. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que pour toi ce moment de vie, la toute enfance, a comme impact justement par la suite sur tout le reste de Sur ta tout vie, le reste de ouais, ma vie. de ta carrière, si on peut dire. Oui. Ouais, on peut appeler ça une carrière. Ouais. L'impact, en fait, très jeune, j'étais devenu un taiseux. Je ne parlais pas. Alors, on me parlait, je comprenais même pas ce qu'on me disait, quoi. Quand j'ai été placé, je comprenais pas. On m'a placé, on m'a placé. Et c'est au fur des années, donc il n'y en a pas beaucoup, 3, 4 ans, où j'ai commencé à percuter que j'étais placé, que je ne retournerais plus dans ma famille D'accord. définitivement, quoi. Parce qu'ils venaient me voir, ma mère venait me voir de temps en temps, je les compte sur 2 doigts de ma main, mon père qui l'accompagnait. Mais c'était vraiment rare. Donc, mais la visite ne durait pas très longtemps, quoi. C'était une demi-heure. Ah oui, C'était une demi-heure. ouais, Ouais, c'est très c'était, court, quoi. ouais, pas grand-chose à dire parce que moi je parlais pas. Hmm. Puis bon, je voyais ma mère, pour sûr qu'elle a servi de bouclier aussi, hein, pour nous, hein. Elle se prenait des coups, Ouais, hein. quand tu étais à la maison, tu veux dire, lorsque tu étais Voilà. dans la cellule Oui, oui, familiale. quand j'étais dans la cellule familiale, elle se prenait des coups. Quand mon père est dégénéré par les gestes violents, elle se mettait devant, quoi. Et c'est elle qui prenait. Voilà. Et puis mon père, j'ai dû le revoir une autre fois. Il était arrivé avec une DS à l'époque, une DS 19. D'accord. Voilà. Donc une belle voiture à l'époque, Ça allait hein. bien pour lui, on peut dire. Ça allait Ouais. bien pour Ouais. lui, oui. Ouais, ça allait bien pour lui. Et c'est la seule fois que je l'ai vu, quoi. Il a fait un petit peu l'homme, euh, Paternel, quoi. ouais, le paternel, ouais, rien à se reprocher, gentil. Mais derrière ça, c'était l'arbre qui cachait la forêt. D'accord. Derrière ça, on prenait tous des coups, quoi. De la mère jusqu'au plus petit. Tout le monde. Tout le monde, oui. D'accord. Tout le monde. Et comment est-ce que, alors, ça, cette période-là, t'as influencé dans ta vie, dans l'homme que tu es devenu? Qu'est-ce que ça a créé comme énergie? En fait, moi je dis, dans le mal qui nous a fait et qui m'a fait, par les coups, euh, par cette vie chaotique, Oui, ça m'a servi à me renforcer en fait. Inconsciemment, ça m'a renforcé. d'accord. J'aurais pu tomber dans n'importe quelle galère, comme je l'ai eu, des bonnes grosses galères, j'y faisais face. Je dis, demain, ça ira mieux. Parce qu'en fait, pour toi, t'avais connu le pire, peut-être. J'avais connu le pire, voilà, on va dire ça. On va dire ça. Tu sais que quand tu te retrouves, dans mon bouquin, je parle de chambre du fond. Oui, bien C'était sûr. une chambre Oui, où la fratrie mangeait là, quoi. Hein, on était écartés de la salle à manger. oui, Voilà. oui. Il y Alors, avait les chouchous, tu as dit. ouais, certains, il y avait une chouchoute surtout. D'accord. Hein, et puis 2, 3 grandes sœurs qui mangeaient là-bas avec leur mère. Mhm. Et nous, on était dans la chambre du fond. Comme si vous n'étiez pas de la famille, quoi, en fait. Pratiquement. Alors, les assiettes, la nourriture se composait de riz, Oui. bien souvent, ou de pâtes, Mhm. hein, parce que ça allait vite, et puis c'était des grosses gamelles. Il arrivait un moment, bon, il en restait, mais bon, Oui. il en restait tellement que ça durait, mais à un moment donné, le moisi vert là, qui commence à se former sur les pâtes ou sur le riz, du riz au lait, Oui. fallait l'enlever. Et là-dessous, il y avait quand même le goût de rance, hein. Et une de mes petites sœurs qui est partie et qui a carrément germé sur la table et Ouais. voilà, ça l'avait rendu malade. Alors quand il y avait du poulet le dimanche, c'était la fête à neuneux, hein, c'était Versailles. Alors, Oui. Ah oui, d'accord. ah oui, C'était à ce point-là. ouais, non mais le poulet était dans la salle à manger. D'accord. Hein, D'accord. nous, C'était pas pour tout le monde. on arrivait avec l'assiette, tout timide, tout penaud.
pourrais avoir un bout de poulet, tu sais, la mendicité, quoi. On se tapait la carcasse, on se partageait ça, quoi. Et il fallait dire, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, papa. Mais il fallait commencer par le père. S'il vous plaît, papa, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman, je pourrais avoir un bout de poulet. Le père cherchait vraiment à vous réduire à néant, quoi. C'était comme... Je sais pas comment, dans sa tête, à quoi il voulait nous réduire. Pour lui, on avait tous terminé clochard, quoi. D'accord. Ouais, Ah oui, ouais. Plus tard, tu seras un clochard. Plus tard, t'es un bon à rien. T'es... Il disait pas t'es qu'une merde, mais ça voulait dire ça, quoi. T'es qu'une merde et tu ouais, resteras une merde. Ouais. Voilà. Tu écris, page 8, je me souviens, comme si c'était hier, on en avait tellement marre de se faire fracasser par le père, on fuguait avec mes 3 frères, pour dormir, nous cherchions des cartons assez grands pour y passer la nuit. Ouais. Oui. Et donc ça, c'était avant que tu sois dans le centre. Avant, ouais, parce qu'il y a eu des coupures, aussi, Oui, bien sûr. je rentrais, je repartais, jusqu'à l'âge de 6 ans où je suis parti définitivement. C'est ça. Placé définitivement. Et c'est vrai qu'avec mes grands frères, puisque c'est mes grands frères, dont un qui est décédé, paix à son âme, on fuguait. On se barrait parce qu'on en avait marre. On prenait des coups de tisonnier, parce qu'on Ah oui. On avait il y avait, dans la chambre du fond, il y avait un poêle à charbon à l'époque. Donc il mettait le charbon et il y avait un tisonnier. Le tisonnier, il arrivait, bing, bang, ou la ceinture, des coups de ceinture. Mais tu sais quoi, on avait peur des coups, mais à un moment donné, on en rigolait, quoi. On se pétait de rire. On se pétait de rire parce qu'il nous insultait de tous les noms en même temps. Et puis à un moment donné, on se caltait, on se cassait. C'est là où tu crées ta carapace, en fait. C'est là où tu crées ta carapace, quoi. Il faut survivre. Voilà, faut survivre. C'est mieux de rigoler. Oui, c'était la dérision. Une heure après qu'il était parti, putain, ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Ouais, ça m'a fait mal. Mais... Putain. Et on fuyait. Et ces moments de fuite, c'était comment? C'était des moments de libération? Bah oui, des moments de libération, ouais. On allait se réfugier dans un terrain vague qui s'appelait à l'époque, je sais pas si ça existe encore, la Poterne. Ça doit être dans le 13e arrondissement, ou le 12e, je sais plus. Ouais. Je me rappelle plus, où il y avait piscine Butokai. Là, on resquillait, on allait se baigner. Ah oui, on resquillait, on rentrait, on se baignait. Et on allait dormir dans les cartons. Le soir, dans la nuit, on cherchait des cartons. Mais des gros cartons, parce qu'on était quand même 4. Ouais, quand même. Et on s'enfermait dedans. Il fallait pas péter, bien sûr. Hein. Quoique ça réchauffe. Ouais, gaz naturel. Et les poubelliers, le matin, quand ils ramassaient. Ouais. Putain, à un moment donné, ils tombent sur nous, quoi. La lourde. Ce carton, ils ouvraient. Et 4 marmots là-dedans. Énorme. Alors, on se caltait en courant. C'était en fait vos vrais moments de bonheur, c'est quand vous étiez presque en dehors de la maison. Voilà, ouais. On était bien là. On était bien. C'est ce qui ressort. Voilà, on n'entendait plus gueuler, ni frapper, C'était bien. Le calme, en fait. C'était le calme. Au moment où tu es placé, tu ne vas plus finir d'être placé, d'aller de centre en centre, de famille en famille. D'abord de famille en famille, après de centre en centre. Après, tu vas dans des centres. J'en ai compté plus de 10, 12. Il y a il y en a un paquet, oui. Placements en centre. Et alors, il y a toujours ce fil rouge où tu as la recherche de tes frères et sœurs. À chaque fois, tu essayes de comprendre. Toujours. Pourquoi? Parce que de temps en temps, parfois, j'avais une liberté, toi. Le juge pour enfants, il dit, tiens, le môme petit François, il faut qu'il ait une permission, on va le mettre un week-end. C'était des tests pour voir. Et quand j'arrivais chez mes parents, je ne vais pas dire chez moi, chez mes parents, il en manquait un. Ah oui. Il en manquait une. D'abord, c'était les grandes sœurs. Tiens, il manque Béatrice. Tiens, il manque ceci. Tiens, il manque elle. Tiens, Et au fur et à mesure, ils sont partis où? Où est-ce qu'ils sont? En fait, ils avaient les grands, parce qu'ils avaient acheté une maison dans la campagne, dans l'Eure-et-Loire, là-bas. D'accord. Une belle maison qui faisait d'abord tâche sur l'environnement, parce qu'elle était sur une butte, c'était une maison moderne. Et les paysans du coin, ils voyaient ça. C'est étrange. Voilà, les Parisiens, ils sont là. Cette maison, ils l'ont perdue d'ailleurs. Hein. Mais c'était tes parents qui avaient acheté cette maison? Oui, d'accord, mais ils comptaient quand même sur les grands. Pour la reprendre? Non, pour aider à payer les traites, les mensualités. Ah oui, ok. Oui. Donc, elles ont travaillé, ils ramenaient un salaire, mais lui, il prenait tout.
Il y a un moment donné où tu es placé et tu entends, en fait, non, tu es transporté d'un centre vers l'hôpital parce que tu es malade, si je me trompe pas, et puis tu entends qu'il y a un de tes frères qui n'est pas loin. Non, je suis pas à l'hôpital, moi. Ah non, c'est pas ça, d'accord. Non, non, je D'accord, suis d'accord. dans un centre. D'accord. Le premier centre, le centre, ils appelaient ça les CO, les D'accord. centres d'observation Ok. pour mineurs. Hein. D'accord. J'avais été placé là par un juge pour enfants. Donc au Péry-en-Yvelines. Ah non, à Bure-sur-Yvette. Ah oui, Bure-sur-Yvette. Péry-en-Yvelines, c'est le premier placement. Après, je suis parti à Bure-sur-Yvette. Bure-sur-Yvette, il y avait donc ce centre d'observation. Et à côté, un foyer pour jeunes. Là où était un de mes frères. Enfin, normalement. Moi, je le savais pas, alors qu'il était à 50 mètres. Puis je demandais des nouvelles, machin, truc. Et puis un éducateur qui arrive du foyer d'à côté, là, il me dit, ben, ton frère, il est mort. Putain, le choc. Et puis ça me travaillait, ça. Il est mort, il est mort, il est mort. Et j'ai regardé mon instructeur, j'ai dit, écoute, écoutez, parce qu'on vous voyait, hein. Écoutez, vous me laissez 10 minutes. Il me regarde, il me dit, pourquoi? Il dit, parce que je vais partir, je vais me sauver. Il est rentré dans le jeu, il a dit, t'as 10 minutes. Et je suis parti. Et je vais chez une de mes grandes sœurs qui habitait Noisy-le-Sec. Mais tout ça en stop, hein. Attention, un gamin en stop, hein. Et j'ai été pris, et j'ai eu de la chance de ne pas tomber sur des gens... Sur des détraqués, ouais. Ouais, des détraqués. Et j'arrive donc à Noisy-le-Sec en pleine nuit. Je vais dormir où? Les 10 minutes sont passées. Hein. Oui, les 10 minutes, oui. Je suis arrivé à Paris, hein. À Noisy-le-Sec, donc. Et je passe par-dessus le portail de la maison de la grande sœur, qui a été fréquenté quelqu'un, et je suis allé dormir dans une traction qu'il avait, lui, qui était dans le fond de son jardin. Et je sais pas, il devait y avoir de la buée sur les vitres. Ça l'a interpellé, il est venu voir, et il m'a vu. Là. Il m'a vu, là. Et ce qu'ils ont fait leur boulot. Hein. Oui. Et ils ont appelé Bure-sur-Yvette en disant, tiens, mon petit frère, il est là. Voilà. Venez le chercher. Donc, ils sont venus me chercher. D'accord. Et t'as eu, mais quand même... Et entre-temps, ma grande sœur m'a dit que mon frère n'était pas mort. Voilà, c'est là où l'éducateur, en fait... Elle me dit, qui est-ce qui t'a dit ça? Je dis, bah, c'est un éducateur apparemment, il était à côté de moi, dans le foyer. Donc, je retourne Bure-sur-Yvette. Il m'enferme, parce qu'il avait peur que je me sauve. Ah oui, là, il te... Ouais, direct, c'est dans une chambre. Non, okay. Non, dans ma chambre, parce qu'on avait des chambres individuelles. Mais sans clenche de fenêtre et sans poignée de porte. Ils enfermaient. Et à un moment donné, au bout d'une semaine, ils m'ont relâché. Moi, ma première pensée, c'était d'aller voir le foyer. Le frangin, ouais. Le frangin, qui normalement, il devrait être là. Et ils veulent pas me laisser rentrer. Là, c'est la bagarre. De ma petite taille, j'ai renversé le baby-foot. Il y avait un baby-foot. Ils m'ont couru avec. Et après, j'ai lancé des chaises sur les éducateurs. Enfin, c'était la guerre. Bazar, quoi. Ouais, le bazar. Et en fait, je me ressauve. Je refugue. Et je vais là où Béatrice, une grande sœur, me dit, ben, je crois qu'ils habitent du côté de Beaumont-les-Hôtels, toujours dans l'Eure-et-Loire, là-bas. D'accord. Je me sauve, Beaumont-les-Hôtels, et Chartres et Beaumont-les-Hôtels, en stop. Et j'y arrive dans le trou du cul du monde, là-bas. J'étais des merdards, quand même. Ah bah oui. Là, pour le et coup, chanceux, encore. Ah bah oui, heureusement. Ouais. Heureusement que t'es tombé par la suite que sur des bonnes personnes, en fait. Là, Et là, j'arrive. Ouais. Dong. Ma mère m'ouvre. T'es pas content de me voir, hein. Oh là là, j'étais qu'une bouche à nourrir en plus, là. Et sachant que j'avais fuyé, en colère. Non, parce que j'avais fugué, et puis j'étais chez elle, donc elle était pas contente. Ouais. Le lendemain, qui je vois arriver? Mon grand frère. Celui qui est, soi-disant, mort. D'accord. Et là, je pars en pleurant, quoi. Et t'as fait tout ça pour le retrouver? Ouais. Ouais, en plus. Ouais, parce que on m'avait dit qu'il serait susceptible d'aller là-bas. Et lui, il avait fugué, lui, de ce foyer, avec un pote à lui. D'accord. Et c'est des gendarmes qui sont venus le chercher, en fait. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc toujours cette volonté de liberté. Voilà, toujours cette volonté de liberté. Donc, ma mère, elle s'était mise avec quelqu'un.
Ah, elle n'était plus avec ton père alors. Là. Non, ils étaient séparés là. D'accord. La bouffe, elle l'enfermait dans les placards. Fallait se débrouiller par soi-même, quoi. Elle t'a quand même accueilli alors. Elle m'a accueilli, mais pendant 2-3 jours, quoi. Ah Mais oui. pendant 3 jours, Ah, ça a été l'enfer. Elle m'a enfermé dans une cage à lapins. Dans une petite baraque, là où il y avait des lapins. Elle m'a enfermé dedans. Toute une nuit. Le matin, j'ai pété la porte. Et je suis allé ouvrir, et j'ai été fracturer ces placards pour que... parce qu'il me restait une, deux, peut-être 3 sœurs qui étaient... Ouais, 4 sœurs qui étaient restées avec elle. Pour qu'ils puissent bouffer. ouais. Voilà. Ouais. Et là, elle m'a pourchassé, je suis monté au premier étage, j'ai sauté par la fenêtre, je me suis ratamé la gueule, la face elle a cogné par terre, et puis je me suis sauvé. Et là, ce sont des gens qui m'ont ramassé, Mhm. et ils m'ont emmené jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris, Ouais. Un juge pour enfants, parce que je leur ai dit que c'était un juge à Paris, là-bas, au Qui palais, s'occupait de toi? qui s'occupait de moi. Ils m'ont emmené jusqu'à là-bas. Et ils m'ont réintégré à Bure-sur-Yvette. Et Bure-sur-Yvette, après, ils m'ont transféré donc, à Belle-Île-en-Mer. Ah oui, oui, le fameux Ouais, Belle-Île-en-Mer. le fameux Belle-Île-en-Mer. Ça, on va laisser découvrir Oh, ça, à nos bah, lecteurs. faudrait que tu regardes le film Les Maudits. Voilà. Ouais. Tu m'as dit avec les maudits, ça Ouais, ressemble à cette ambiance pour comprendre Ouais, exactement ce qui ouais. ce C'est qui beaucoup, t'est arrivé, beaucoup plus tôt. C'est dans les années 1940, après-guerre et avant-guerre. Mais c'est les restes de cette C'est les éducation, restes. quoi, de cette façon d'être. Voilà. Les restes de cette... Parce que tu as été muté, j'allais dire, mais transféré, en fait, voilà. dans Ouais, ce centre-là. Voilà. Ça, on va laisser, parce que c'est vraiment un moment très, très spécial. Ouais, c'est spécial. J'ai dû rester peut-être 1 ou 2 mois. Mais bon, c'était... Intense. Ouais. Intense. Parce que tu écris, c'était très, très intense. Alors, qu'est-ce que tu retiens comme plus beau souvenir de cette enfance? Le plus beau souvenir, Bordeaux. J'étais dans un foyer là-bas, à Bordeaux. Donc je parle des vendanges. Putain, tu vois, j'ai encore un petit peu les éducateurs étaient super sympas. J'y avais passé... Je faisais de la maçonnerie, tiens, tu vois. Tu comprends pourquoi, je sais Oui, un peu c'est tout bien faire. foutu chez toi. J'ai gardé un petit peu tous les métiers que j'ai fait. Des éducateurs au top. Le directeur du foyer au top. Il m'emmenait pêcher. Je dormais dans une tente dans les Landes, près de la mer. J'avais pas peur. J'avais pas peur. Il me réveillait le matin à 5 heures, on allait relever les poissons, je leur demandais. Et lui, il était là, il me soutenait. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, j'aimerais bien... Je sais pas, en fait, ce que je veux. Je savais pas ce que je voulais exactement à cet âge-là. J'aurais voulu rester et progresser dans ce foyer, tu vois. Parce que là, je me sentais bien épaulé, bien dirigé. Et quand ils m'ont dit, tu pars à mêler le vidame, ça a été la déchirure. Je perdais une famille, encore une fois. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire à soit des enfants qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont orphelins, Ouais. qui sont sans les parents, ou justement à des adultes qui encore aujourd'hui souffrent et ne savent pas comment sortir justement de l'abandon parental? Qu'est-ce que toi tu as à leur donner comme force, Comme force. Difficile, mine de rien, mais on peut en dire beaucoup. Elle est difficile la question. Qu'est-ce que je pourrais leur donner comme force? Ne te retourne pas. Ne vis pas avec ton passé. Tu as le droit de pleurer. Petit, je pleurais. Mais après, quand j'ai pris un peu d'âge, 15, 16, 17, je pleurais plus. C'est la vie, c'est comme ça. Mais va devant. Va devant toi, sinon tu vas tomber dans une routine, tu vas mourir. Et je suis allé au-devant. J'ai fait des conneries. J'ai fait des bonnes choses. J'ai fait des conneries. Je les ai assumées. Moi, aujourd'hui, eh ben, voilà, je suis bien. Bien dans ma tête. Là, je repense au passé parce qu'on en parle. Bien sûr, oui. Mais sinon, en temps ordinaire, j'y pense même pas, quoi. J'y pense même pas. Et d'où est venue cette volonté d'écrire Cette mémoires? volonté d'écrire. Oui. D'où est venue cette volonté de partager ça Ouais, alors, toute ta vie, en fait? Ouais. En fait, j'en parlais beaucoup avec un bon ami qui s'appelle Patrick, qui est cité là, ici, là. Dans les En remerciements. remerciement, ouais, voilà. Patrick, et puis d'autres potes qui ont connu aussi, qui ont eu des déboires avec la justice, la famille, etc., etc. Et à force d'en parler,
Dans ma petite tête, ça m'est arrivé comme une claque sur la gueule, comme si j'avais connu ma femme Daniel. D'accord. Il était quoi, 17h le soir, en mois de novembre 2018 maintenant. J'ai dit, bah, je vais l'écrire ce bouquin, parce que j'en ai tellement parlé. Je vais l'écrire. C'est peut-être une thérapie, ça va me faire du bien. Puis voilà, et j'ai commencé à écrire. Merci aussi à Daniel, ma femme, qui est très forte en français, qui m'a bien aidé pour les syntaxes, pour les ceci, Ouais. pour les cela. François, bah, Mais merci écoute, encore une c'est fois. moi qui te remercie encore une fois d'être venu et d'avoir été fidèle. C'est tout à ton honneur. Engagement. Merci. C'est bien. Et dis-nous où est-ce qu'on peut trouver justement le livre, comment est-ce qu'on peut se le procurer. Ici à Fréjus, par exemple, je sais qu'on peut le trouver dans la librairie Charlemagne de Fréjus. Et ils peuvent le commander aussi, parce qu'il ne reste plus beaucoup, il doit en rester 2 ou 3 là. Mais ils peuvent passer comment dans la librairie? Ils peuvent passer commande à la librairie. Ok. Ou alors sur Google, ils vont sur Google, ils marquent Tillard François, D'accord. ils cliquent et ils vont voir le bouquin. Bah, à bientôt, François. Ok. À bientôt. Merci, Maurice. Ciao. Honoré. Honoré.